Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Donc, nous allons parler maintenant de la composition chimique de l'univers. Alors qu'est-ce qu'on entend par composition chimique? Ce sont les éléments du tableau périodique de Mendeleïev que vous avez dû voir dans toutes les classes d'école où vous avez été, les classes de chimie ou les classes même de primaire, où on trouve les différents éléments chimiques qui sont l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, l'azote, etc. Ce sont les atomes, les différentes sortes d'atomes que l'on trouve dans la nature. Les molécules, elles, sont des assemblages d'atomes. Par exemple, l'eau, c'est H2O, c'est 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Et le gaz carbonique, c'est CO2, c'est 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les éléments, donc les atomes. Alors, quels étaient les éléments chimiques au début quels sont les éléments chimiques dans l'univers? Il faut distinguer 2 contributions. Ceux qui, éventuellement, auraient été là depuis le début. Et d'autre part, ceux qui pourraient avoir été synthétisés au cœur des étoiles. Parce qu'en effet, les étoiles tirent leur énergie, qui les fait briller, des réactions thermonucléaire, donc de la fusion thermonucléaire qui se produit dans leur cœur. Cette fusion, essentiellement, c'est la fusion de 2 atomes d'hydrogène, de 4 atomes d'hydrogène, pardon, qui donnent 1 atome d'hélium, puis des synthèses plus lourdes qui vont former du carbone, de l'oxygène, etc. Typiquement, jusqu'au fer, et puis dans la synthèse dite explosive, les supernovas, ça va jusqu'à l'uranium. Tous ces éléments sont dispersés par le vent solaire en petite partie et surtout par l'explosion des supernovas qui pulvérisent une bonne partie de l'étoile et donc une bonne partie de ces éléments se retrouvent dispersés. On connaît bien la composition des étoiles, la composition chimique des étoiles, ainsi que celle des supernovas et du nuage de gaz que le supernova disperse en explosant, en étudiant leur spectre. On a aussi de très bons modèles, je renvoie à la série sur les étoiles, qui décrivent le fonctionnement des étoiles, leurs réactions thermonucléaires et leur composition chimique. On peut alors ensuite analyser la composition de plein de trucs dans l'espace, alors pas des étoiles, parce qu'on voudrait savoir ce qui n'est pas synthétisé dans les étoiles, donc on va observer des nuages de gaz un peu partout, et pour voir les différentes contributions. Alors ce qu'on observe, c'est d'abord des nuages. On observe d'abord que les nuages sont essentiellement composés de 75% d'hydrogène et de 25% d'hélium en masse. Et on trouve des petites quantités de diverses matières, comme du lithium, de l'oxygène, du carbone, etc., dans des quantités relativement variables. Ce sont donc les nuages les plus pollués, entre guillemets, par l'explosion des supernovas, contiennent tous les éléments, même jusqu'à l'uranium. Quand on observe des nuages froids et isolés, où il n'y a pas d'étoiles, on observe peu ou pas d'éléments lourds. Pas de carbone, pas d'oxygène, et même pas d'éléments plus lourds. On y trouve toutefois des traces de deutérium, de lithium, qui sont des éléments très légers, et de l'hélium 3, c'est-à-dire l'hélium avec un neutron de moins. Et on en déduit ainsi la déduction de la composition primordiale. C'est la composition du gaz avant que la synthèse se produise dans les étoiles. Notons que puisque les étoiles fonctionnent par fusion de l'hydrogène, et puis en élément de plus en plus lourd, l'hydrogène, étant le plus léger de tous, doit forcément être d'origine primordiale. Le deutérium, que l'on trouve également dans ces vieux nuages froids, est forcément primordial, parce qu'en fait, le deutérium est facilement détruit, lui, dans les noyaux des étoiles, parce que c'est un atome assez fragile. Donc, on peut dresser alors un panorama de la composition chimique primordiale. Hydrogène, 75% en masse, hélium, 25%, plus de petites quantités de lithium, d'hélium 3 et quelques petits éléments légers. Cette
composition est évidemment importante pour la description du modèle d'univers et pour comprendre comment se sont passés les débuts de l'univers et comment sont apparus ces atomes. On peut aussi se poser des questions sur la structure globale de l'univers. On a vu l'organisation en amas, superamas, etc. des galaxies. Et on sait que voir loin, c'est voir dans le passé. Observer à 5 milliards d'années-lumière, c'est voir l'univers tel qu'il était il y a 5 milliards d'années. Donc on peut se poser la question, en observant, est-ce qu'on vérifie si ces grandes structures évoluent? Alors, globalement, les structures sont semblables. On a toujours ces organisations, ces structures de galaxies regroupées, mais il y a quand même des différences notables, 3 différences notables. La première, c'est que on observe de ci, de là, des galaxies qui fusionnent. De temps en temps, les galaxies se rencontrent et se mélangent. Ce que l'on a, ce sont des instantanés à différentes étapes de la fusion des galaxies. Deux galaxies proches, à un autre endroit, on en voit 2 qui se touchent, et à un autre endroit, on les voit toutes mélangées. Parce que la fusion prend des centaines de milliers d'années, et donc évidemment, on n'observe pas toute la fusion, c'est trop long. Ce qu'on observe, c'est vraiment une image instantanée à une étape de la fusion. Et en observant plein de fusions, on peut alors retracer le scénario de la fusion de 2 galaxies. Notons qu'elles se mélangent pratiquement sans heurts. Les étoiles sont très séparées, il y a beaucoup de vide, et donc les étoiles se croisent avec très peu de collisions d'étoiles. Ces galaxies qui fusionnent ont souvent un gros trou noir central, et ces 2 trous noirs vont se rapprocher, s'attirer, leur masse est énorme, et ils vont fusionner pour former un nouveau super trou noir supermassif au centre de la nouvelle galaxie ainsi formée. Bien que pleines de vide et sans heurts d'étoiles, les galaxies ne passent pas à travers l'une de l'autre, parce qu'on pourrait s'attendre que puisque les galaxies sont très séparées, ne se touchent quasiment pas, les 2 galaxies pourraient simplement passer l'une à travers de l'autre. Mais ce n'est pas le cas. D'une part, parce que les galaxies contiennent pas mal de gaz. Et le gaz, lui, est répandu un peu partout, et le gaz des 2 galaxies, lui, va se toucher. Ils vont se presser l'une contre l'autre, cela va provoquer des compressions du gaz, des frottements de type visqueux, ce qui progressivement va freiner les 2 galaxies qui vont alors pouvoir fusionner. On a aussi un autre mécanisme dû aux forces gravitationnelles qui implique des forces de marée qui déforment les 2 galaxies qui se rapprochent, et par des effets dynamiques provoquent là aussi le mélange des 2 galaxies. Notons aussi que ces nuages de gaz, lorsqu'ils se rencontrent, se pressent l'un contre l'autre, se compriment, ce qui provoque l'effondrement de ces nuages et la formation d'étoiles. Dans la fusion de galaxies, on a ainsi fréquemment des flambées d'étoiles, c'est-à-dire un grand nombre de naissances d'étoiles. 2 galaxies qui fusionnent ainsi, une typique très connue, c'est appelée galaxie des antennes, parce que on a deux galaxies l'une comme ça, avec 2 jets de gaz et d'étoiles qui forment un peu comme des antennes, et on l'appelle galaxie des antennes. Cette observation a conduit au modèle hiérarchique. Les galaxies, initialement, devaient être petites, et elles ont grandi par croissance en absorbant d'autres galaxies. Généralement, une devenue un peu plus grosse, assez massive, va attirer de petites galaxies qu'elle va fusionner, et de temps en temps, les grosses galaxies vont fusionner ensemble. Notons que ça consomme pas mal de gaz, et ça peut donc à terme conduire à des galaxies elliptiques, pauvres en gaz. Et par l'observation, on constate en effet une augmentation progressive de la taille des galaxies. Les galaxies très lointaines sont en moyenne plus petites. Pas beaucoup, ça a fortement grossi dès le départ, quand l'univers n'avait pas encore atteint l'expansion actuelle. Les galaxies étaient plus proches les unes des autres, fusionnaient plus souvent, et c'est surtout au début que ces fusions se sont produites.
Et on observe également une nette augmentation du nombre de galaxies elliptiques au cours du temps. Donc on observe bien l'évolution de ces structures. Il y a aussi un deuxième point très important, ce sont les galaxies actives. Alors les galaxies actives, ce sont des galaxies qui émettent un flux très important, surtout dans leur centre, de lumière, de rayons X, de rayons gamma. Ceci est dû à leur trou noir central, leur gros trou noir supermassif. S'il y a du gaz et des étoiles autour du trou noir, ceux-ci vont être absorbés par le trou noir, ce qui provoque l'émission d'un flux très important de rayonnement. Elle est pratiquement aussi brillante que la galaxie elle-même. Et donc, ces galaxies sont dites galaxies actives. Notons que le trou noir, en faisant ça, fait le vide autour de lui. Tous les objets qui tombent dessus sont absorbés, donc il ne reste plus rien au bout d'un moment. Et il faut aller plus loin pour retrouver du gaz et des galaxies qui vont avoir la tendance à tourner autour et ne pas tomber sur le trou noir. De temps en temps, une étoile un peu vagabonde ou un peu de gaz un peu vagabond vont se rapprocher du trou noir et vont le réactiver. Dans ce cas-là, on a une réémission sporadique de rayonnement plus ou moins intense, ce qu'on appelle les galaxies actives. Notre galaxie n'est pas une galaxie active, notre trou noir est très calme. Et on observe dans l'évolution de l'univers une période assez ancienne, au début de l'ordre de milliards d'années, si ma mémoire est bonne, pendant lesquelles il y a eu énormément de galaxies actives, des galaxies extrêmement actives, que l'on appelle des quasars. Ce fut d'ailleurs au début une énigme. Quand on les a découverts, on ne savait pas ce que c'était, et leur décalage avec le rouge disait ça doit être des objets situés à 10 milliards d'années-lumière. Oui, mais elles étaient tellement brillantes qu'on se demandait comment c'était possible qu'on puisse les voir à cette distance. Donc certains disaient ils sont peut-être plus proches. Et le décalage avec le rouge est dû à un autre mécanisme. Par la suite, il fut confirmé que ces objets étaient bel et bien très lointains, incroyablement brillants, et on a découvert aussi le mécanisme lié à leur trou noir central qui émet ce rayonnement. C'est pas le trou noir lui-même, en fait, c'est la matière qui tombe dedans qui émet le rayonnement. Et donc, ces trous noirs, ces galaxies, ont une quantité particulièrement importante de gaz et d'étoiles, y compris aux environs du trou noir central. Et donc, pendant une période, beaucoup de galaxies, appelées quasars, ont émis un tel rayonnement très intense, on finit par faire le vide, et les quasars ont fini par disparaître. Les galaxies sont toujours là. Les galaxies d'aujourd'hui sont les quasars du passé. Un troisième point qu'il faut noter, ce sont les nuages de gaz extrêmement froids. Il y a des nuages de gaz isolés, loin de toute étoile, et qui sont très très froids. Ces nuages vont absorber le rayonnement fossile, et ils vont le réémettre, pas toujours sur les mêmes longueurs d'onde, ce qui leur donne un rayonnement très caractéristique. C'est une manière de mesurer à distance la température du rayonnement fossile. Et ce qu'on observe, c'est que pour les plus anciens nuages, les plus éloignés, cette température était plus élevée. Alors, c'est malheureusement trop imprécis pour tracer une courbe d'évolution de la température du rayonnement fossile, parce que ces mesures sont délicates, et de plus, il est difficile d'observer un nuage à très 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 grande distance. Ce qu'on observe plutôt, c'est des galaxies entières, qui apparaissent plus que comme des taches à de telles distances. Donc c'est des mesures fort imprécises, trop imprécises pour avoir des données quantitatives, mais elles sont suffisantes pour pouvoir constater que le rayonnement fossile a vu sa température diminuer au cours du temps. Voilà des éléments très importants pour la construction des modèles. L'évolution de l'univers, de ses structures et le contenu en atomes de l'univers. Voilà, il nous reste un dernier point à analyser dans les observations,
c'est celle qui concerne la distribution moyenne des galaxies de l'univers. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons ce que l'on appelle le principe cosmologique. Je vous remercie.